Bonjour et bienvenue dans le ZCL. Nous serons ensemble jusqu'à 14 heures aujourd'hui. Nous allons recevoir plusieurs invités, dont Madame Spartacus Colette qui est avec nous. Elle est présidente de l'association Le Rêve de Titli. Voilà. Elle va nous parler de son association et de différents événements qui ont pu avoir lieu en lien avec une exposition qui a eu lieu en décembre et qui a eu lieu aussi ce mercredi. On reviendra avec vous sur tout ça. On va recevoir ensuite Jacques Cancel, élu chargé des affaires culturelles à la ville de Sainte-Anne. Il sera question de la manifestation Boulevard qui aura lieu ce soir, donc pour rendre l'art visible. Ensuite, on va recevoir Corinne Pourmassi, présidente du groupe Karukera Star. Elle va nous présenter son groupe, notamment à la veille du carnaval, avec Nathalie Duravel et Sabrina Breslau. Il sera question du lancement de la réforme de la solidarité à la source. Et ensuite, pour terminer, on aura Sylvie Edouard, consultante en parentalité, en éducation. Elle nous parlera d'ateliers pour les enfants, pour justement comment accompagner au mieux les enfants en crise. Voilà pour les invités. Au niveau de l'actualité, il sera question de la nouvelle borne électrique qui a été installée sur le Lamentin, qui permet d'encourager l'adoption de véhicules propres. On ira sur les foyers de Pélican et Mathias Forbin pour participer au défilé carnavalesque inclusif. Il sera aussi question du projet de piste cyclable à Sainte-Anne et notamment d'aménagement de la voie sur la commune. Et on terminera avec l'atelier Parcoursup organisé sur la commune de Petit-Bourg. Donc voilà une façon de propulser nos jeunes. On va commencer par le premier sujet, donc ces nouvelles bornes électriques qui sont installées au Lamentin. Donc c'est une nouvelle étape qui est franchie justement concernant la transition énergétique et avec cette nouvelle borne, c'est une façon d'encourager les véhicules propres et de répondre aux besoins et infrastructures adaptées à la mobilité durable. On voit un reportage d'Olivier Félix. C'est un palier effectivement qui a été franchi parce que c'est la première borne CIMEG installée en Guadeloupe où on pourra venir pendant une période qui ira jusqu'au mois de décembre gratuitement recharger les véhicules et avec bien sûr la recharge rapide. Lamentin est avec le CIMEG dans une dynamique de développement durable. C'est formidable, c'est important. Nous devons passer cette transition-là, c'est l'avenir. Il n'y aura pas de marche arrière. On peut avoir bien sûr telle ou telle opinion, ça c'est l'avis de tout chacun, mais nous sommes sûrs et certains que l'avenir aujourd'hui, c'est le véhicule électrique, entre autres. Dans un premier temps, sur 19 communes où nous avons reçu la compétence IOVE, nous devons mailler le territoire avec, dans une première phase, 120 bornes. Et puis après, continuer sur une seconde phase où nous allons atteindre les 380 bornes sur le territoire guadeloupéen. Donc nous essayons de mettre en place un schéma directeur pour pouvoir de déploiement de ces bornes de véhicules électriques. Donc en moyenne, sur les 19 communes dont nous avons la compétence IOVE, c'est 11 à 12 bornes qui seront installées. Donc la première aujourd'hui, mais nous avons déjà débuté les travaux pour pouvoir installer d'ici le mois d'octobre les 120 premières bornes de véhicules de recharge de véhicules électriques. On a fait le maximum pour rendre le plus facile possible l'utilisation de cette borne, c'est-à-dire que l'usager en 4 étapes a accès à la recharge, lui permettant de recharger son véhicule. Donc il était important pour nous de pouvoir proposer cette offre de recharge publique sur l'ensemble du territoire pour vraiment pouvoir accompagner l'usager et qu'il ait un sentiment de disponibilité de recharge sur l'ensemble du territoire. L'usager qui utilise son câble à la maison et aujourd'hui il peut disposer d'une recharge 7 fois plus rapide que ce qu'il dispose à la maison. En 2 heures, le véhicule est complètement chargé. Le prix du kilowattheure est de 58 centimes et disponible à tout moment. Prochainement, nous avons une réunion avec le CIMEG et l'ensemble des maires de la Guadeloupe pour redynamiser, relancer l'action. Oui, notre objectif, effectivement, c'est de faire en sorte que nous allions de plus en plus vers le développement durable et vers les véhicules électriques. Pour des solutions techniques de facilité, nous avons opté pour le raccordement sur le réseau public d'électricité des 120 premières bornes. Mais pour la deuxième phase, effectivement, nous allons partir sur des bornes où nous allons utiliser des panneaux solaires pour pouvoir permettre aux gens de pouvoir se raccorder. Donc pour à la fois assurer la dépendance énergétique
énergétique de ces bornes de recharge de véhicules électriques et aussi permettre aux Guadeloupéens d'utiliser la mobilité douce et toujours dans le cadre de la transition énergétique, faire en sorte que l'impact écologique des voitures thermiques soit diminué sur notre territoire. Voilà donc un pas de plus vers une mobilité plus verte et la commune du Lamentin marque son engagement vers un territoire plus respectueux de l'environnement. On va parler du défilé qui a été organisé au foyer des Pélicans et Mathias Forbin. Donc c'est une façon de célébrer l'inclusion à travers l'art et la créativité et c'était cet objectif qui a été mis en avant pour permettre aux résidents de s'exprimer tout simplement dans cette période carnavalesque. On voit un reportage d'Olivier Félix. Nous avons deux structures différentes. Ça permet aux différents acteurs de ce projet de pouvoir communiquer ensemble, se connaître. Donc voilà, partager cet événement qui est traditionnel. Donc on essaie de les inclure dans la société guadeloupéenne à travers nos actions. Ça fait pratiquement 2 mois qu'ils sont dessus à essayer d'organiser les choses. Et puis c'est aussi de la réflexion depuis un moment sur qu'est-ce qu'on va mettre comme thème, la coordination avec le foyer Les Pélicans pour savoir un petit peu comment les choses vont se dérouler. Et puis ça finit par aboutir à quelque chose que vous voyez là aujourd'hui. Pour eux, en fait, ce jour-là est très important puisque beaucoup d'entre eux ne peuvent pas se déplacer, ne peuvent pas, avec leur famille, vivre ce moment. Donc nous, on leur permet de vivre ce moment-là. On a surtout voulu mettre un point sur la vie chère. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué au niveau des costumes et tout. Donc, la vie chère, c'est vrai que c'est cher. C'est aussi cher pour eux. Donc, on s'est vraiment taxé dessus. On leur a demandé leur avis en fonction de ce qui se passe dans l'instant présent, on va dire. Et du coup, ils nous ont dit, habiter là trop cher. On a choisi ce thème-là. C'était compliqué, on va dire, oui, pour fabriquer les costumes. Après, nous, c'est vrai qu'au module de BMAO, le Pélican, on a fait vraiment avec de la récupération. Donc, tout ce qui est briques de lait, briques de jus, pots de yaourt, etc. pour vraiment montrer en fait que la vie est chère et qu'on ne peut pas fabriquer, aller acheter des costumes, des tissus, etc. Donc, c'est vrai qu'ils étaient très impatients puisque lorsqu'ils voient un peu le mouvement et tout, mais en tout cas, on est arrivé à une finalité et c'est l'essentiel. Voilà, donc les choses se précisent pour le carnaval, pour toutes les communes. Donc soyez prêts à profiter de cette belle parade. On va enchaîner avec Madame Spartacus Colette, donc qui est présidente de l'association Le Rêve de Titli. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est Titli déjà, le terme? Bonjour, voilà, oui, alors Titli, ça veut dire papillon en hindi. D'accord. Alors l'histoire commence il y a 10 ans. Dans ma classe, je suis enseignante à la retraite maintenant. Mais il y a 10 ans, donc j'étais à Saint-Claude, à l'école Arlette Salomon. Et puis, c'était les 160 ans de l'arrivée des Indiens. Mm-hmm. Et avec les collègues, on a décidé de faire un projet sur l'Inde. Donc voilà, moi j'avais une grande section à l'époque. Et j'ai vraiment expliqué aux enfants, avec des mots qui appartenaient à leur âge, pourquoi est-ce que les Indiens étaient arrivés ici, qu'est-ce que c'était que l'esclavage, l'abolition de l'esclavage, et de quelle manière ils étaient arrivés, et puis leur vie. Et puis on est à Saint-Claude, un endroit où il y a quand même une communauté indienne assez importante. Oui. Et en fait, les enfants ne le savaient pas. Alors les premiers jours, je leur ai dit, toi, je suis sûre que tu as des origines indiennes. Ils me disaient, non, maîtresse. Je dis, mais tu vas demander et tu vas voir que oui. Donc effectivement, le lendemain, ils sont revenus en me disant, bah oui, maman m'a dit, papa m'a dit, mamie m'a dit. Voilà, donc on est parti. Ça a permis de libérer la parole. Tout à fait, de libérer la parole. Et puis, dans les jours qui ont suivi, on a vraiment étudié tout ce qui avait en rapport avec la culture indienne. On a abordé forcément les vêtements, les épices. Cette année-là, on a eu, par hasard, je ne sais pas si c'était un hasard ou pas, mais dans les couloirs à l'époque Cora, il y avait un monsieur qui était venu avec des stands de sari et de... Donc voilà, j'ai pu échanger avec lui. Il m'a donné des coupures de journaux écrits en hindi. Donc, j'ai montré ça aux enfants. On a fait du découpage. On a essayé de retranscrire des lettres. Voilà.
Bref, donc ils ont... Et de fil en aiguille. Et de fil en aiguille, à un moment donné, je leur dis, je pense que vous en savez déjà suffisamment maintenant pour me faire des dessins, des danseurs, des danseuses, parce qu'on avait fait aussi un petit peu de danse indienne. On avait appris une comptine en hindi. Donc voilà, les enfants se sont prêtés au jeu. Ils ont fait vraiment des dessins absolument sublimes, superbes. Donc j'avais une grande façade blanche dans ma classe, donc j'ai accroché les dessins le premier jour. Et puis le lendemain matin, j'arrive, il y en a une qui est tombée par terre. Bon, ça peut arriver, on est à Saint-Claude, l'hydrométrie, donc je remets de la gomme fixe, je la raccroche. Le lendemain, la même, par terre. Je dis, c'est bizarre. Bon, je raccroche, je mets un peu plus de gomme fixe. 3 du matin, je dis, alors là, il y a quelque chose. Là, il y a un problème. Je dis aux enfants, alors celle-là, je suis sûre tous les soirs, elle va se balader, mais elle ne sait pas se raccrocher au mur. Puis il y a une petite fille à côté de moi qui me dit, mais maîtresse, tu nous as dit que les Indiens, ils avaient voulu retourner dans leur pays, mais qu'ils n'avaient pas pu. Elle veut retourner en Inde. Wow. C'est pour ça. Ça, c'est beau, ça. Et, ouais, c'est beau, et en même temps, je dis, il faut que j'utilise ce mot d'enfant. Donc, les jours d'après, c'est moi qui ai joué un petit peu avec cette histoire. Donc, chaque soir, je faisais tomber exprès le dessin de l'un, de l'une, et le lendemain matin, les enfants racontaient, imaginaient ce que leur danseur ou leur danseuse avait fait. Et puis, au bout d'une dizaine de jours, je dis, ça ronronne, il faut arriver à les faire effectivement voyager. Donc, j'ai pris les parents comme complices, j'ai fait photocopie des dessins de leur enfant, et en disant, vous allez l'envoyer par mail à quelqu'un qui est loin. La personne va se photographier avec le dessin de votre enfant et va me renvoyer le dessin par mail. Donc, les parents ont joué le jeu, et en retour, j'ai eu des dessins qui avaient été un petit peu partout dans l'Hexagone, mais du coup, ça a dépassé les frontières. J'ai eu des dessins qui sont venus du Sénégal, du Mali, de New York, d'un peu partout. Et puis, à cette époque-là aussi, il y avait, on va dire, quelqu'un que je considère comme un acolyte, c'est le psychologue de l'école qui vient un jour dans ma classe et me dit « Qu'est-ce qui se passe dans ta classe? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un truc. » Alors, je dis je lui raconte, il me dit « Donne-moi une, je vais la faire voyager. » Donc, il partait pour les vacances, si je me souviens bien, c'était les vacances de Pâques. Donc, il la prend, il la photographie dans l'avion, il arrive à Nantes, il va la photographier au carnaval de Nantes, qui cette année était sur le thème de l'Inde. Il l'emmène au festival. Il y a des coïncidences incroyables. Je vais vous dire à quel point il y en a des coïncidences absolument hallucinantes. Oui. Il l'emmène aussi au festival du Cerf-Volant, il descend dans la Nièvre, elle est photographiée dans une yourte, oui. Il remonte à Paris, au pied de la Tour Eiffel, il va à la maison de la radio, il rencontre des artistes qui acceptent de se faire prendre en photo avec elle. Puis au retour, il vient me voir avec l'œil un peu espiègle. Il m'a dit, tu vas voir, j'ai fait une vidéo. Bon, donc il me montre ce qu'il a fait, le montage avec une petite musique indienne. Et j'ai dit, alors là, il faut le montrer aux enfants, évidemment. Donc vous avez pu exploiter ça. Et l'association, bon, alors j'imagine que 10 ans, il y a quand même pas mal d'histoires. Alors, en 10 ans, en fait, l'association est née 10 ans après. Parce qu'en fait... Cette histoire-là, évidemment, on n'a pas réussi à la terminer cette année-là parce qu'on était en fin d'année. On savait bien qu'il y avait quelque chose qu'il fallait faire derrière. On s'était dit, l'année prochaine, on va continuer. Les enfants, c'est possible puisque les 2 écoles primaires et maternelles sont très proches. Donc, c'était possible. Mais le fait est qu'on n'a pas pu continuer pour des raisons qu'on ne maîtrisait pas. Et puis, en 2023, fin 2023, Monsieur Mabi, donc Jean-Philippe Mabi, m'appelle. Il me dit, Colette, ça y est, je sais, on va la faire ressortir. C'était les 170 ans de l'arrivée des Indiens. Donc la commémoration, donc on s'est vus, on a imaginé une histoire, on a un ami sculpteur qui en a fait une sculpture qui fait 2,50 m. Où est-ce qu'elle est? Ouais. Elle est où, cette sculpture? Depuis ce matin, elle est chez moi. Elle est rentrée à la maison, voilà, mais elle était à l'université. D'accord. Et voilà, on a conçu une histoire et puis on s'est constitué en association à ce moment-là. Donc on est en février 2024. Et donc cette association, quel est son but? Alors le but, ça part d'abord d'une histoire de l'album qui est en train d'être achevé. Titli, donc ce petit personnage qu'on a nommé Titli parce qu'on voulait un nom qui soit indien, donc ça veut dire papillon, parce que la Guadeloupe c'est un papillon. Eh bien, dans l'histoire de l'album, Titli, elle va effectivement sortir du dessin, elle est dans la classe, elle va sortir du dessin et elle va partir pour aller rejoindre l'Inde, mais avant tout, elle va aller rejoindre toutes les identités qui constituent aujourd'hui la Guadeloupe. D'accord. Donc, il y a aussi l'Afrique, il y a aussi la Bretagne, il y a aussi tous les endroits. C'est une vraie ode à la diversité, en fait. Absolument, vous avez trouvé le mot, voilà, c'est ça. Une ode à la diversité, et puis aussi...
on a voulu pour les enfants aussi qu'ils arrivent à comprendre que toutes ces origines qui aujourd'hui constituent le fait d'être guadeloupéen sont constitués de plein de morceaux de mosaïque, on va dire, culturelle. Donc voilà, donc l'album, c'est ça le principe. Elle part Donc l'album, il est en cours de finissage. Il est en cours de finissage, voilà. Ouais. Et avec ça, vous pourrez alors on a agir. déjà, oui, j'imagine que vous avez. On a déjà, on va dire, contacté des écoles, c'est-à-dire qu'on voulait qu'il y ait des écoles qui soient partenaires de cette histoire-là. Donc on a choisi une école qui est à Basse-Terre, l'école Chevalier Saint-Georges, une école à Saint-Claude, parce que forcément c'est là qu'elle est née. Bien donc, sûr. Et puis on a une école à Trois-Rivières, parce que Trois-Rivières c'est l'endroit où il y a eu les Amérindiens. Et puis une école en Bretagne, une école à Oléron, une école à Paris, une école à Pondichéry qui, elle, va rentrer dans le projet seulement l'année prochaine, et une école à Chenaille qui est déjà partie avec nous sur l'aventure, et Founjoun au Sénégal. Voilà. Est-ce que c'est envisagé d'aller pour les enfants dans ces espaces à la fin d'un dossier, justement, je dis qu'évidemment, le rêve suprême de Titli, ce serait un jour, effectivement, de faire voyager les enfants. Mais on n'en est pas là pour le moment. Mais c'est la vision à long terme, en tout cas. À long terme, c'est effectivement là pour le moment. Founjoun, donc l'école de Founjoun, et l'inspecteur de la circonscription de l'académie de Founjoun nous invite au mois d'avril à inaugurer le projet Titli là-bas, à Founjoun. Alors il y a à chaque endroit, chaque endroit, il y aura une œuvre artistique qui devra être faite à partir de l'animal dans l'album qui aura déposé Titli à une étape. Parce qu'à chaque étape, elle va changer d'animal. Elle part avec un papillon, c'est une tortue qui va lui faire traverser l'Atlantique. Elle va arriver en Bretagne, c'est un goéland qui va l'emmener jusqu'à Paris. À Paris, c'est un chat qui va l'emmener dans un musée pour qu'elle rentre dans un tableau pour arriver en Inde. En Inde, c'est un éléphant. C'est tout un voyage et en même temps... c'est un voyage à la fois initiatique parce que chaque animal, évidemment, a une symbolique particulière. Bien sûr. Et après, elle va arriver au Sénégal avec un oiseau migrateur. Là, elle va rencontrer un éléphant, mais ça va être l'éléphant d'Afrique. C'est une baleine qui va la ramener aux Saintes. Et puis, des Saintes. Alors, il y a une chose qui est très importante aussi pour nous, c'est que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent, mais à Basse-Terre, bas du bourg, il y a une grande fresque qui s'appelle le Cheval-Navire, qui avait été inaugurée à l'issue du jumelage entre Pondichéry et Basse-Terre en 1981. D'accord. Donc, je ne sais pas s'il y a des gens qui le connaissent, mais en fait, voilà, c'est une très, très grande sculpture. C'est Coco qui l'a faite, donc Joseph René Corail, un artiste martiniquais. Il n'a pas voulu seulement représenter l'immigration indienne, mais toutes les immigrations. Donc on voit des statues qui sont au-dessus de ce cheval-navire et qui représentent chacune l'Inde, les Amérindiens, l'Inde et d'autres immigrations. Donc, bon, j'imagine déjà pour les enfants, ça a eu un impact incroyable, je veux dire, ça, de connaissance de qui ils sont, basiquement. De qui ils sont, et ça permet de renforcer le lien et de voir que, il n'y a pas vraiment de frontières, en fait. C'est vrai. En fait, voilà, oui, on a tous des cultures. C'est important de les connaître, de les reconnaître aussi. Mais en même temps, on va dire, on a quand même une identité commune. On est tous des humains, on va dire, avec des droits, normalement, et puis des droits, et puis voilà, communs. Donc c'est un petit peu le fil rouge, on va dire, de Titli, et puis le rêve, attention, parce qu'on est quand même aussi dans l'imaginaire, dans le rêve, donc c'est de faire en sorte que tous ces enfants, à travers ces divers pays, on va dire, puissent communiquer. On est en train de créer aussi un site internet sur lequel chaque école pourra déposer du contenu pour pouvoir échanger aussi avec les autres. Donc voilà. En tout cas une belle énergie derrière tout ça. Il y a eu des expositions. Alors il y a eu une exposition qui a eu en décembre et une récemment, donc ce mercredi, c'était donc au camp Jacob. Est-ce que juste rapidement vous pouvez nous donner un peu comment ça s'est passé? Alors je vais vous parler quand même de la toute première exposition parce que je tiens absolument à remercier la ville de la ville de Basse-Terre et Monsieur Attala particulièrement qui nous ont prêté les locaux de la Maison du Patrimoine pendant presque 2 mois. Donc c'était la toute première exposition
qui s'est faite le 19 avril, l'inauguration à Basse-Terre. Donc il y a une partie de l'exposition qui concerne l'histoire de l'immigration indienne et une autre partie qui raconte l'histoire de Tite-Lis. Et puis on avait aussi un partenaire très important pour nous, c'est ATD Quart Monde, la partie enfant qui s'appelle Tapori. Et voilà, c'est très important pour nous que ce lien existe de la protection des enfants victimes de violences aussi. D'accord. Donc il y a eu cette prochaines actions, ce sera quoi? Prochaines actions, donc là il y a une prochaine encore exposition elle va retourner à nouveau à l'université. C'est prévu pour quelle période? C'est prévu pour le mois d'avril. Pour le mois d'avril, mais au-delà de ça, il y a ce voyage. Donc physiquement, évidemment, on ne va pas pouvoir emmener j'imagine que ça demande quand même la sculpture. Un budget, quand même. Voilà, donc, ça demande un budget. Donc, le vice-président, M. Jean-Philippe Maby, depuis la création de l'association, il habite maintenant à Montpellier, mais il est très actif là-bas avec Tite-Lis. Il est en train d'achever un spectacle de marionnettes qui va être présenté le 15 mars à Montpellier. Et qu'il va aussi jouer à Founjoun, parce que lui, il va y aller. Donc, à Founjoun, c'est du 4 au 18 avril, voilà, où il est attendu là-bas. On espère aussi on a déposé une demande au département pour faire en sorte qu'il y ait au moins deux personnes de l'association qui puissent y aller. En tout cas, merci d'être venu pour nous parler. C'est un vrai beau projet, qui unit les différentes communautés. Donc c'est super, génial. Juste une petite phrase, est-ce que vous me permettez de lire quelque chose? C'est une phrase que j'ai trouvée donc l'année dernière en composant justement le premier dossier. C'est une phrase d'Édouard Glissant. « Chacun de nous a besoin de la mémoire de l'autre parce qu'il n'y va pas d'une vertu de compassion ou de charité, mais d'une lucidité nouvelle dans un processus de relation. Et si nous voulons partager la beauté du monde, si nous voulons être solidaires de ses souffrances, nous devons apprendre à nous souvenir ensemble. » Voilà. Oui, très bien. Merci beaucoup. On va rester dans cette bonne énergie et parler d'art avec la ville de Sainte-Anne qui organise sa manifestation Boulevard. Avec Monsieur Cancel, donc vous êtes élu chargé des affaires culturelles de la ville de Sainte-Anne. Et donc aujourd'hui, parlez-nous de cette manifestation où l'art va se rendre visible. Oui, merci. Bonjour à tous et à toutes. Alors effectivement, la ville de Sainte-Anne, dans le cadre de sa politique culturelle, a initié une action culturelle, une action artistique qui s'intitule Boulevard. Le boulevard devient l'espace de 3 ou 4 heures, le dernier vendredi de chaque mois. Et le boulevard devient un lieu d'expression artistique. Et nous avons, depuis 2 ans maintenant, 1 an et demi, donc chaque vendredi, donc je disais, le dernier vendredi de chaque mois, il y a entre 20 et 25 artisans d'art qui viennent exposer leurs produits, qui viennent faire montre de leur savoir-faire. Nous avons également un public nombreux et divers. Vous savez que Sainte-Anne, c'est quand même une ville qu'on peut qualifier de touristique. Et notamment dans cette période de novembre à mars, il y a énormément de visiteurs venant de l'étranger, mais également de la Guadeloupe. Et nous avons voulu en un premier temps mettre en valeur ce boulevard qu'on le veuille ou pas, qu'on soit moulien ou bastérien. Le boulevard maritime de Sainte-Anne, c'est une vitrine et qui porte le nom d'un illustre Sainte-Annais, Guadeloupéen même, J.C.P. Béné, qui fut député, maire de Sainte-Anne et cofondateur du Parti communiste guadeloupéen. Et nous avons donc voulu mettre en valeur cette vitrine. Et quand on veut mettre en valeur une vitrine, bien évidemment, dans cette vitrine, on trouve ce qu'il y a de meilleur. Bien sûr. Alors, il y a plusieurs formes d'expression, on va dire, artistiques qui sont mises en avant. Est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-unes? Oui, absolument. Il y a donc toute la diversité de l'expression artistique. Nous parlons d'artisanat d'art. Alors, il y a des artisans qui travaillent au niveau de la mode. Il y en a qui travaillent le bois, les matériaux, bois, cuir. Ce sont des gens qui transforment l'objet inanimé, qui donne une âme à tous ces objets inanimés. Il y en a qui font de la peinture, l'art pictural. Il y a l'art culinaire également, mais les agro-transformateurs.
ceux qui font la transformation. On ne vient pas à Boulevard simplement avec un plat de diguier et pois rouges, mais véritablement des produits qui sortent de l'agro-transformation. Donc, oui. Oui, alors est-ce que, comme on est dans la période carnavalesque, est-ce qu'il y aura justement une particularité liée à cette période ou pas? Alors, pour cette édition-là. Il faut que je précise quand même qu'il y a le fondement, le fondal même des objectifs fondamentaux de la manifestation, c'est précisément permettre aux artisans d'art d'exposer leur savoir-faire, de leur offrir un espace d'exposition, d'expression, permettre également au public, au nouveau public de se trouver en face à ces productions et de faire la promotion de l'art. Mais il y a également cette volonté chez la municipalité de créer ces liens intergénérationnels, c'est-à-dire que les gens se rencontrent, ça crée du vivre ensemble, de la joie de vivre, parce que les gens déambulent, le boulevard est fermé à la circulation, il faut le dire. Mais il y a parallèlement, ou en duo, une animation musicale. Alors l'animation musicale est fonction de la période, et vous faites bien de dire que nous sommes en période carnavalesque. Alors c'est sûr que ce soir, j'invite les Guadeloupéens, j'invite les gens qui y sont à venir sur le boulevard Ibiné, et il y aura de l'animation musicale très carnavalesque. Ça veut dire musique qui est chose, c'est difficile. Oui, on est dans l'ambiance, là. C'est la période, c'est le moment pour ça. Et donc c'est une vraie, on va dire, scène culturelle, puisqu'il se passe quelque chose de spécial pour avoir été... Bon, j'habite Sainte-Anne, mais je ne suis pas objective, d'accord, mais mais je suis déjà allée donc plusieurs fois, et il y a vraiment une ambiance particulière dans ces espaces où les artistes et les intervenants, on peut vraiment avoir une communication, un échange qui permet de mettre en valeur l'art. Est-ce que sur cette session, vous avez des gens particuliers que vous voulez mettre en avant? Alors, il est très difficile de discriminer, c'est-à-dire en fait on n'a pas trop intérêt à extirper un ou deux. Des initiatives. Voilà, c'est surtout, nous essayons autant que faire se peut, créer la diversité, c'est-à-dire imposer qu'il n'y ait pas les mêmes domaines d'art qui soient exposés. Ça c'est extrêmement important pour nous. Et nous essayons de donner la parole aux artisans. Il y a une animation qui est faite sur place. Il y a un micro-baladeur, un micro-trottoir, en fait, trottoir entre guillemets, un baladeur, et qui se promène et qui permet précisément aux artistes, aux artisans de s'exprimer, d'expliquer leur technique, ce qu'ils font véritablement. Nous invitons les gens, parce qu'ils viennent, il y a la musique, il y a la beauté des productions, mais les gens également vivent de cet art. Nous invitons les gens à acheter. Quel retour ils ont de ce type de manifestation? Alors quel retour? Des exposants, ça aussi, des artisans. comme dit Guélotte, une bonne question. En fait, chaque fois à Sainte-Anne que nous mettons en place une action, et ça je pense qu'il faut le faire partout, si on ne met pas parallèlement en place des outils d'évaluation permettant précisément de voir quelles sont les retombées, quelles sont les améliorations qu'il faut porter en fonction des résultats issus de ces évaluations. On n'a pas de projet si on n'a pas cela. Donc, effectivement, il y a un certain nombre d'éléments qui nous permettent de voir que cela marche, entre guillemets, parce que les gens reviennent et nous disent que même si l'espace de cette soirée, je ne deviens pas riche, mais je prends des contacts, je m'expose, je rencontre des gens, je passe des commandes, et c'est extrêmement important. Donc c'est la raison pour laquelle nous disons que ce lieu d'expression est extrêmement important pour les artisans d'art, pour les artistes qui viennent là très régulièrement. Et il y a un renouvellement également. Cela prouve que le bouche à oreille marche et que c'est un événement qui s'est inscrit véritablement dans le paysage politique, culturel, devrais-je dire, guadeloupéen. Et nous avons même, nous caressons le rêve de faire que cette manifestation devienne internationale, c'est-à-dire ne serait-ce qu'une fois tous les trimestres, faire venir des artisans, des artistes de la Caraïbe en un premier temps, parce que nous sommes d'abord dans un bassin caribéen. Et nous parlions tout à l'heure. Le boulevard là, parce que ça va être un peu. Oui, nous allons mettre les moyens, certainement, il faut se donner les moyens de sa politique, de faire en sorte que nos amis martiniquais, nos amis saint-luciens, qui sont nos vrais frères, de la Dominique et autres, viennent aussi
Et cette confrontation précisément de prestations, de technicité, cette confrontation ne pourra qu'améliorer en tout cas les productions, qu'enrichir les uns et les autres. Ok, ben merci beaucoup en tout cas Monsieur Cancel pour avoir mis en lumière Sainte-Anne, les boulevards, voilà. Sainte-Anne est toujours en lumière. Toujours. Merci. Merci. On va faire notre première pause publicitaire. On revient tout à l'heure. On parle de carnaval et aussi d'une réforme à la solidarité à la source. Donc, on se retrouve tout de suite. Et si tu osais enfin briller? Un moment rien que pour toi, pour recharger ton énergie. Découvre les clés du mindset, de la confiance et du charisme. Reconnecte-toi à ta puissance intérieure. Partage, inspiration et transformation. Entoure-toi de femmes ambitieuses comme toi. Un talk puissant, des outils concrets, des connexions inestimables. Rejoins-nous le 9 mars à la Maison Victoire et active la meilleure version de toi-même. Nous voilà de retour sur le plateau du ZCL. On va recevoir dans un instant Nathalie Duravel et Sabrina Breslau. Bonjour. Bonjour mesdames. Vous allez nous parler du lancement de la réforme de la solidarité à la source. Et ensuite, on va recevoir Corinne Pourmassi, qui est présidente du groupe Karukera-Star. Il sera question de carnaval, forcément. Et donc, de votre préparation pour ces jours gras. On va commencer tout de suite avec la chronique La CAF à Casazote. On lance le générique. Alors, bienvenue mesdames, vous allez nous parler de cette réforme de la solidarité à la source. Qu'est-ce qui va changer justement à partir de mars 2025 ? Absolument, merci. Donc à compter du 1er mars 2025, il y aura donc une nouvelle réforme de la prime des allocataires bénéficiaires de la prime d'activité et du RSA. Ils verront sur le CAF.fr lorsqu'ils vont déclarer leur déclaration trimestrielle, ils verront donc un pré-affichage de leurs revenus qui sont transmis par les organismes de la protection sociale ou encore les employeurs. Donc ça sera vraiment un changement phare pour les allocataires bénéficiaires de la prime d'activité et du RSA. Donc il faudrait vraiment qu'ils puissent bien vérifier les différents montants qui seront préaffichés et si besoin les compléter et enfin les valider. Quels sont les objectifs de cette réforme ? Donc en fait, il s'agit de simplifier les démarches des allocataires, des bénéficiaires de ces deux aides, on vient de vous dire du RSA et de la prime d'activité, afin de faciliter leur accès aux droits, mais aussi d'éviter les erreurs de déclaration, et puis enfin de leur faciliter la vie pour la gestion de leur budget, puisqu'il y aura moins de fluctuations des prestations qu'ils vont percevoir. Donc simplifier, c'est le principal enjeu que vous avez concernant cette réforme ? Tout à fait. D'accord, éviter les erreurs. Est-ce que du coup ce sera plus simple pour tout le monde, plus facile, plus fiable aussi ? Absolument, puisque ce sont des données sécurisées, ce sont des données fiables qui émaneront des organismes de sécurité sociale, de protection sociale, comme France Travail, les CARSAT ou encore nous avons également les caisses de retraite. Donc ce sont des revenus qui seront pré-remplis. L'allocataire n'aura qu'à valider s'il est d'accord, entre guillemets, avec ces éléments. Il faut savoir également, si l'allocataire s'aperçoit qu'il y a une erreur sur le montant qui sera donc pré-rempli, il aura la possibilité également de pouvoir le modifier. D'accord, donc c'est assez simple d'utilisation, j'imagine, la manipulation, on va dire ça, manipulation. Comment ils vont être informés de ce changement, les allocataires ? Absolument. Au niveau de la CAF de la Guadeloupe et de Saint-Martin, nous avons mis en place un certain nombre de communications permettant de pouvoir déployer cette information au niveau de la réforme de la prime d'activité et du RSA. Il y a eu également des webinaires avec les partenaires, mais aussi pour les allocataires. D'ailleurs, le mercredi dernier, il y a eu un webinaire national qui a été mis en place par la CNAF afin de pouvoir justement déployer sur cette nouvelle réforme
réforme. Sur le CAF.fr également, il y a eu des pop-up, des alertes pour pouvoir prévenir nos allocataires. Il faut savoir également, une fois que l'allocataire rentrera donc dans le dispositif à partir du 1er mars 2025, il devra vraiment recevoir le courrier. Donc, il faudra qu'ils attendent. Donc, s'il y a une partie d'allocataires qui s'aperçoit qu'ils n'ont pas encore reçu de courrier pour la bascule de cette réforme, il faudra qu'ils patientent. Si ce n'est pas pour le mois de mars, ça sera pour le mois d'avril ou encore le mois de mai. D'accord. Donc, ils vont recevoir ces courriers qui vont vraiment certifier, en fait, cette bascule, c'est ça? C'est ça, absolument. Okay. Donc, l'allocataire, dès qu'il recevra le courrier, ça veut dire qu'il entre dans ce dispositif. Et en attendant, il reste sur l'ancienne version. C'est ça, absolument. Okay. D'accord. Combien d'allocataires ça concerne à peu près? Alors, ça concerne tous les allocataires qui perçoivent le RSA et la prime d'activité. Donc, ils vont recevoir sur leur compte CAF.fr une déclaration trimestrielle qui sera pré-remplie avec leur salaire, pour ceux qui sont salariés, et également avec les aides de remplacement, donc l'allocation chômage ou les indemnités journalières ou les autres prestations. Alors, petite attention, tous ceux qui sont travailleurs indépendants, les artistes-auteurs ou les gérants salariés, eux, par contre, n'auront pas de déclaration pré-remplie. Ils devront, comme d'habitude, déclarer tous leurs revenus. Ça ne change pas, d'accord. Voilà. Et par contre, attention aussi à bien déclarer le montant net social. D'accord. Et du coup, quel est, dans le montant net social, qu'est-ce qui est demandé pour déclarer en fait ces ressources? Qu'est-ce qu'il y a dans le montant net social pour la déclaration? Alors, le montant net social, il est constitué des revenus professionnels, que ce soit public ou privé, et également des revenus de remplacement, et duquel on enlève les cotisations sociales de l'allocataire. Et en fait, ça se retrouve sur le bulletin de salaire. Donc, il y a une ligne où c'est inscrit montant net social ou net social. Et en fait, si l'allocataire n'a pas cette information, il peut la retrouver sur le site www.mesdroitssociaux.gouv.fr. Bon, j'imagine qu'il y a quand même des gens qui sont disponibles pour aider, bien sûr, parce que tout le monde n'est pas au fait de tout ce qui est Internet. Est-ce que s'il voit une erreur, l'allocataire, il peut justement le modifier ou bien comment ça se passe? Absolument. L'allocataire aura la possibilité de pouvoir justement modifier ses revenus. Comme effectivement l'a signalé Madame Breslau, il aura la possibilité déjà dans un premier temps de pouvoir vérifier sur le site mesdroitssociaux.gouv.fr de pouvoir vérifier les montants. S'il n'est pas d'accord, il voit qu'il y a eu, c'est pas le bon montant, une erreur, à ce moment-là, il va pouvoir faire un signalement. Il faudrait qu'il nous envoie le justificatif, parce que c'est sur le justificatif que nous allons pouvoir, effectivement, il y aura une cellule dédiée qui pourra justement vérifier si le signalement est justifié ou non. D'accord. D'où viennent du coup toutes ces données qui sont intégrées dans les formulaires pré-remplis? Alors, ces données nous viennent des employeurs qui font des déclarations mensuelles via la déclaration sociale nominative. Et également du prélèvement à la source pour les autres revenus. Et enfin, pour tout ce qui est revenu de remplacement, ça vient des organismes de la protection sociale comme la CAF, France Travail ou également les CGSS. Bien sûr. Du coup, est-ce que, peut-être que c'est la crainte, est-ce qu'il va y avoir une baisse par rapport à ces aides quand on bascule? Est-ce qu'ils vont perdre de l'argent? C'est peut-être une question que les gens peuvent se poser. Non, il n'y aura pas de diminution. Tout dépendra de ce que l'allocataire aura reçu comme ressources. Il faut savoir effectivement qu'on tient compte des revenus pour pouvoir calculer le bon droit pour la prime d'activité et le RSA. Il y aura certainement une petite baisse en fonction des éléments que l'allocataire nous fournira. À ce moment, le but, c'est vraiment de pouvoir avoir des droits justes pour l'allocataire afin qu'il puisse avoir le bon droit. Donc, on tiendra compte de tous ces éléments. C'est ça, en fait, le calcul sera plus fiable, en fait, et moins complexe, puisqu'il n'aura plus à calculer lui-même quel montant déclarer. Et c'était ça un peu l'erreur. Avec le montant net social, le montant, c'est le bon montant qu'il doit mettre dans sa déclaration, et avec ça, il est sûr que le montant qu'il va percevoir sera le bon montant. Et à ce moment-là, il y aura moins de fluctuations, justement, puisque certains, des fois, quand on rectifiait par la suite, pouvaient se retrouver avec des indus ou un rappel également. Ou même des remboursements. C'est ça, voilà. Donc là, maintenant, ça va être plus fiable et plus sûr. Quelque chose d'un peu plus lisse, d'accord. Tout à fait. Du coup, c'est à partir du 1er mars, donc samedi. Là. Oui, c'est demain. ça. Oui, on est en mars déjà demain. Donc, et au fur et à mesure, donc, ils reçoivent le courrier, comme quoi ça a basculé. Sinon, c'est les mois qui suivent, c'est bien ça? Absolument.
D'accord. Mais en tout cas, merci pour... j'imagine que vous reviendrez pour parler de toutes ces démarches et pour simplifier au maximum la compréhension des allocataires. Absolument, ce sera avec un grand plaisir. Merci beaucoup. Et on va maintenant passer au carnaval puisque nous avons la présidente du groupe Karukera Star. Bienvenue. Merci, bonjour à tous. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la jeunesse de ce groupe? Alors, c'est le Lamentin. Qu'est-ce qui a motivé justement à monter un groupe de carnaval? Très bonne question. Alors, Karukera Star, c'est depuis 2010. Donc, un groupe, je dirais, amis, parents, puisque mon frère, ma soeur, et 2 autres amis, où nous étions déjà dans un groupe que tout le monde connaît sur VIA. Nous avons déjà plus de 10 ans de carnaval. On s'est dit, nous sommes des Lamentinois. Eh bien, on retourne chez nous, montrer ce que nous savons faire, ce que nous avons appris, toute l'expérience que nous avons acquis entre-temps. Et c'est comme ça qu'est né Karukera Star au Lamentin, précisément sur la section de Vincent, où nous avions notre local. Donc aujourd'hui, Karukera Star, c'est 15 ans. Combien d'adhérents? Voilà, aujourd'hui, nous avons très peu d'adhérents depuis, bien sûr, les événements de 2020 que tout le monde a connus. Ça n'a pas été très facile de revenir, de pouvoir faire les choses. Mais je dirais que pendant ces 15 ans, Karukera Star a su très bien démontrer son savoir-faire, puisque nous avons été primés sur toutes les communes qui organisent le carnaval. Ah oui, quand même. Nous nous sommes démarqués, puisque aujourd'hui qu'on parle de Karukera Star, ceux qui connaissent, qui suivent le monde du carnaval, savent que Karukera Star, ce sont les coiffes et les belles tenues. Donc on a su nous démarquer. Cette année, donc, nous sommes revenus donc, depuis, j'évite de dire le nom, cette chose qui nous a mis en hibernation pendant un certain temps. Donc nous revenons de cela. Nous étions dans les rues en 2024. Et là, nous ne revenons pas seuls en 2025. Nous sommes avec un groupe très connu sur Bemao, qui est Pirouli. D'accord. Donc, il y a une fusion qui s'est faite, c'est ça? Une fusion qui s'est faite. Bien sûr, on n'est pas les seuls, d'ailleurs, cette année. On a bien vu que d'autres l'ont fait également. Même s'il y en a qui cisent. Mais on s'est dit qu'il faut, parce que nous sommes dans la catégorie caisse claire, c'est une catégorie très difficile pour pouvoir maintenir les membres sous prétexte, je dis bien sous prétexte que ça coûte cher. Alors que ce n'est pas vrai du tout. Aujourd'hui, on peut dire que tout coûte cher. Il suffit de vouloir faire, de s'investir. La première, on va dire... les premiers outils sont quand même chers de base, puisqu'on exporte tout, donc ça paraît logique. Mais les costumes, l'ordre de prix des costumes, c'est quoi? Alors aujourd'hui, chez nous, un prix de costume, c'est facile. Je ne dirai pas peut-être quel est le prix de base ou pas, mais on n'a jamais dépassé un costume à 500 € chez nous. D'accord. Et quand j'entends qu'il y en a qui dépassent les 500 € sur un costume, nous, ça n'est jamais arrivé de dépasser 500 € sur un costume. Ce n'est jamais arrivé en 15 ans. Donc vous réussissez à mutualiser ou à profiter de ce qui existe déjà chez nous pour absolument, créer nous faisons costumes. Beaucoup de recyclage. Nous travaillons beaucoup de recyclage. Nous avons la chance de travailler avec une styliste, modéliste, designer, donc qui nous permet justement... Qui s'appelle comment? Véronique Louise. D'accord. C'est Canel Création. Donc vous pouvez voir sur les réseaux, qui aujourd'hui justement vit une très belle expérience avec un groupe à peau de la place très connu, pour ne pas citer Vim. Donc elle s'y connaît dans ce qu'elle fait. Donc elle nous permet justement de faire beaucoup de recyclage. Et moi, en tant que présidente, elle le dit souvent, je lui dis, tu fais attention au coût. Il faut savoir, c'est pas la peine de choisir le galon qui coûte le plus cher. L'essentiel, c'est qu'on puisse voir la brillance du galon. C'est pas son prix qui fera la différence. Donc les coiffes, c'est vraiment ce qui fait, on va dire, votre réputation. Vous avez un
un cœur à l'ouvrage particulier par rapport à ça? Est-ce que, je sais pas, vous pouvez peut-être pas dévoiler tout ce qui va se passer pour les jours gras, mais qu'est-ce que vous avez fait de plus pour cette année-ci? Alors aujourd'hui, cette année, comme j'ai expliqué que nous sommes avec Pirouli, donc on a dû bien sûr s'adapter, faire les choses. Nous avons quand même pu déjà faire pas mal de défilés avec eux sur la saison. Donc dimanche dernier encore, nous étions à Bimao avec un très beau costume qui a été choisi par eux, qui était le Zoulou. Donc nous avons porté notre couleur par rapport à cette thématique. Donc on verra bien que au niveau des vêtements, il y a quand même la signature de notre styliste modéliste, mais quand même nous avons respecté le thème en termes de couleurs et de modèles, bien sûr. Nous avions la même coiffe. Et aussi sur Pointe-à-Pitre ou sur le Basse-Terre, comme ils ont décidé également de défiler. Donc il y a des danseuses de Karaoke Rasta avec Pirouli, mais également des musiciens. C'est quand même plus ou moins 20 personnes. Ça a été facile hein, de mixer un peu les deux groupes? Eh bien, on peut répondre oui. Je peux répondre oui. C'est comme dans toute chose, hein, vous savez. Il faut faire des compromis, j'imagine. Voilà, exactement. Donc même quand on se met en couple, il faut savoir faire des compromis. Donc c'est pour ça que je répondais oui. Mais globalement, je dirais que les choses se passent très bien, puisque c'est de leur côté, c'est aussi un esprit de famille. Ce sont des frères et sœurs, un peu comme nous-mêmes. Après, gérer l'homme grand H, c'est pas toujours facile. Donc, moi, je fais la coordination entre les deux, que ce soit avec eux ou avec moi, nous-mêmes, par rapport à nos membres. Et donc, nous sommes contents d'y être, bien sûr. Nous sommes contents d'y être, puisque au mois d'août, nous avons représenté la Guadeloupe à 2 festivals en France. D'accord. Dans la région parisienne qui était à Montoire et à Haguenau. Nous sommes restés 2 semaines en France. Et même là, nous avions déjà un musicien de Pirouli qui avait avec plaisir collaboré avec vous. Voilà, déjà cela. Donc aujourd'hui, c'est un petit peu ça, Karaoke Rasta, mais j'ai tenu à venir à votre émission, puisque j'aurais pu me dire que ça ne sert à rien de venir. Mais c'est surtout pour sensibiliser sur le monde du carnaval aujourd'hui, et que je puisse dire à cette population de Guadeloupe que Karaoke Rasta est là, même le Lamentin, puisque les gens nous réclament. Vous savez, c'est toujours qu'on est absent qu'on brille. Bien sûr. Donc, c'est pour cela que j'ai voulu venir, pour leur dire que Karaoke Rasta est là. Vous êtes prêts pour les jours gras? Exactement, nous y serons avec Pirouli, puisque nous avons commencé la saison avec eux, mais que déjà, on prépare déjà notre saison 2026. Déjà. Voilà, et donc nous invitons les Lamentinois, les Guadeloupéens à nous rejoindre, puisqu'on voit bien que le caisse claire n'est pas facile, il faut le dire, il faut payer les cuivres. Ça coûte très cher. Oui, on veut le cacher, mais c'est la vérité. D'accord. Et moi, ce que j'aurais à dire, notamment sur les concours, il est vrai que nous-mêmes, nous en avons gagné beaucoup. Mais aujourd'hui, je me dis, il faut que les organisateurs réfléchissent autrement sur la partie concours. Ce serait quoi, en fait, oui, il faut concourir. Oui. Pour moi, le meilleur tableau serait, on est organisateur sur une commune, que tout le monde soit récompensé par rapport à cela. Il y a une enveloppe. La commune peut recevoir 15, 20, 30 groupes. On fait une enveloppe pour tous les groupes. On fait un concours. Oui, il faut un concours. Il faut pouvoir se mesurer. Mais à ce moment-là, on donne des trophées aux 3 premiers. D'accord. C'est pour reconnaître le travail qui a été fait. Nous en avons tous besoin de se rémunérer, de cet argent. C'est comme ça que ça s'appelle. Hein. C'est l'argent, le nerf de la guerre, ce qui est si bien dit. Donc, nous en avons tous besoin. Donc, moi, aujourd'hui, je pense qu'il faut vraiment que les organisateurs, les communes, les maires, aussi prennent ça à bras-le-corps. Le carnaval, on en parle. Hier soir encore, j'écoutais une émission sur une autre télé. D'accord, le carnaval, on parle de façon économique. Moi, je dis le carnaval, pour moi, aujourd'hui, est la seule chose en Guadeloupe qui attire le plus de monde. Le plus de touristes étrangers, Hier, le plus de touristes locaux. On a reçu un autre groupe qui disait la même chose, et que c'était aussi le tour cycliste et le carnaval, c'est les 2 événements. Oui, mais le tour cycliste, c'est nous. Qui ramènent le plus de monde en Guadeloupe. Oui, mais le tour cycliste, c'est nous. Oui, bien sûr. Le tour cycliste, c'est pas c'est pas l'américain, c'est pas le canadien, c'est pas le français. Le tour cycliste, c'est nous. Donc aujourd'hui, on a beau me dire, je peux citer, c'est pas la route du Rhum qui emmène les touristes pendant 3-4 mois. C'est pas la route du Rhum qui remplit tous les hôtels. C'est pas la
bar ou du rhum qui fait vendre la marchande de pistaches et la marchande de sucettes. Donc les carnavaliers, on en a besoin de cela. Aujourd'hui, personne ne peut quantifier combien de paquets de pistaches sont vendus. Et le carnavalier, lui, il dépense pour faire joli. D'accord? Nous aimons ça, c'est vrai. Je dirais, entre guillemets, c'est une malédiction peut-être, mais nous aimons ce que nous faisons. C'est tout un plaisir d'aller dans les rues, mais il faut reconnaître aujourd'hui que tous les carnavaliers souffrent. Il faut le dire. Il y en a qui ont peur de le dire, mais c'est la vérité. Et quelque part, c'est culturel. D'accord? Ça se voit de par le monde, le carnaval aujourd'hui. C'est le carnaval de Guadeloupe. Il est unique. On veut le mettre numéro 1, 2, 3. Moi, je dis qu'il est unique. Il n'y a pas d'autre carnaval où vous trouvez du caisse claire, du groupe à peau, diversité, tout à fait, voilà, les masses et tout. musical, vestimentaire et tout ce qui va avec. Donc, c'est un carnaval unique. On n'a même pas à le positionner. Donc, je veux vraiment sensibiliser tout le monde, même ceux qui se disent ne pas être carnavaliers, mais quelque part, c'est de la culture. Ouais. Voilà. Bah oui, c'est sûr. Même si on n'est pas sous les routes, mais on mange son beignet, on ne mange pas beignet à Pâques, on mange pas beignet à Noël. Donc voilà, oui. c'est le carnaval. Voilà. Bon, en tout cas, je vous souhaite beaucoup de célébrations, de partage pour ce carnaval, que vous mettez beaucoup de cœur à ce que vous faites. Donc voilà. Merci encore, merci à Canal 10 et merci à la population guadeloupéenne. Supportez Karaoke Rastar et tous les groupes. Et tous les groupes de carnaval. Et tous les groupes de carnaval. On va faire notre pause publicitaire, on revient tout à l'heure. On va parler avec Sylvie Edouard de parentalité et d'éducation, justement, avec ses ateliers Stop aux crises pour les enfants. Voilà, nous sommes de retour sur le plateau du ZCL. On va recevoir dans un instant Sylvie Edouard, qui est consultante en parentalité et en éducation. Bonjour. Bonjour. On va parler ensemble de l'atelier Stop aux crises. Donc, je pense que ça va intéresser beaucoup de parents. Oui. Surtout là, c'est les vacances et bon... Voilà. Il va y en avoir des crises. Voilà, exactement. On revient à l'actualité pour parler du projet de piste cyclable qui aura lieu sur la ville de Sainte-Anne encore, n'est-ce pas? Dans une démarche de mobilité plus douce et sécurisée surtout. La ville de Sainte-Anne ambitionne de créer une nouvelle piste cyclable, un projet qui répond à la nécessité de diversifier les modes de transport, réduire la congestion routière et favoriser des déplacements plus écologiques. On voit un reportage de Vianney Valverde. Nous sommes avec un projet de route de Guadeloupe, piste cyclable. Je dirais deuxième partie parce que nous avons une première partie de Castin à Franche que tout le monde découvre maintenant, qui n'est pas terminée. Ce même projet, nous l'aurons sur la partie du rivage, de rentrée de Maudette pour sortir sur l'autre rentrée de Maudette, traversant la section de Fontaisan. Je pense que de plus en plus, nous aurons ces parcours, entre guillemets, souples et sportifs en même temps, ces pistes cyclables, qui permettra précisément de la circulation des personnes avec des véhicules lents, comme la bicyclette, ou même les piétons qui pourront partager ce parcours-là. Donc c'est un projet important qui va démarrer incessamment sous peu, qui veut dire courant de mois de mars. Aujourd'hui, on avait une réunion avec l'ensemble de la population qui avait été conviée par l'intermédiaire de la ville de Sainte-Anne à un projet que la région porte et pour lequel donc, on a un appui au de Guadeloupe pour un déploiement d'un projet dans le mode actif et qui a pour intention de développer une voie verte. Donc c'est une voie où on va intégrer cyclistes, piétons, joggeurs sur le territoire de Sainte-Anne entre Maudette et du Rivage en premier abord. Je précise, c'est plutôt pour précisément les gens qui sont à vélo, les gens qui sont à pied, ils pourront circuler. Si les gens sortent du bourg de Sainte-Anne, ils peuvent aller à Franche tranquillement, ils peuvent sortir de lotissement de Franche, descendre au bourg. Eh bien, c'est pareil pour la deuxième partie. Les gens qui sortent du bourg, du Rivage, ils peuvent se rendre en toute sécurité, surtout aller à Maudette, au carrefour de Maudette, en traversant la nationale qui descend sur Fontaisan. Alors au public, il a été présenté quand même donc, le périmètre des travaux.
On a également abordé toutes les problématiques qu'on peut retrouver en termes de l'accidentologie sur le territoire. Et à travers ça, donc, porter vraiment en sensibilisation donc les usagers à revoir un peu ce report modal et faire en sorte que nous ayons quand même un partage de la route qui soit un peu plus sécuritaire et faire en sorte que l'espace public soit un espace où la cohabitation soit beaucoup plus souple. La porte de Sainte-Anne, c'est l'entrée de Fontaisan. L'entrée de Sainte-Anne, ce n'est pas du rivage. L'entrée de Sainte-Anne, la porte de Sainte-Anne, c'est Fontaisan. Et je le dis haut et fort. Donc nous allons avoir des affichages, des signalétiques, que Sainte-Anne est, je dirais, une entrée convenable pour la nationale et évidemment toute la ville de Sainte-Anne. Alors on a plusieurs phases de travaux. Donc la phase qui nous concerne actuellement est portée sur 3 à 6 mois entre l'espace du rivage Fontaisan à du rivage. Voilà donc une belle dynamique qui va permettre d'aménager la ville de Sainte-Anne et d'aller vers plus de mobilité alternative. On va parler de Parcoursup à Petit-Bourg. Donc c'est la période pour les jeunes lycéens et Parcoursup, c'est l'un des défis majeurs de cette période et la ville de Petit-Bourg a organisé de les accompagner dans le choix de leur avenir entre doutes et stratégies. Voilà, un atelier a permis d'apporter des réponses concrètes pour aider les jeunes à faire les meilleurs choix possibles. On voit un reportage de Solène Fèvre. La ville de Petit-Bourg, depuis toujours, s'inscrit dans la réussite de sa jeunesse. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons décidé de commencer en fait un parcours avec les jeunes, un parcours de la réussite. Aujourd'hui, ce sont les ateliers Parcoursup qui vont s'accompagner d'ateliers de développement personnel aussi. Je suis là justement pour parler des jeunes est-ce qu'ils sont prêts pour la vie d'étudiante. Parce qu'en fait, la plupart vont quitter le cocon familial. Et c'est aussi une manière de les rassurer et de leur donner des astuces et des pistes. Alors aujourd'hui, on a parlé de l'après, de ce que j'ai maintenant et de ce que je risque d'avoir. À partir d'un quiz sur 7 thématiques, et en travaillant cette thématique-là, on va sortir, chacun va avoir leur profil d'étudiant. L'objectif, c'est d'apprendre à prendre conscience de ses forces, à prendre conscience de son potentiel et ne pas toujours se juger, ne pas toujours retenir ce qui est difficile. Et par exemple, moi, un des outils que j'utilise et que je vais proposer dans le cadre de cette matinée, c'est un outil qui appartient aux pratiques narratives qui s'appelle l'arbre de vie. Donc, c'est un outil qui permet d'utiliser la métaphore de l'arbre pour parler de soi, mais surtout pour parler de ses points forts. Maintenant, dès que l'on veut passer par les études supérieures, il est fortement recommandé d'utiliser la plateforme Parcoursup. Tous les établissements publics sont dessus, certains établissements privés également, pas tous, mais c'est vrai que c'est vraiment une étape incontournable. Nous savons bien que de plus en plus on parle de la jeunesse de manière un peu décriée. Donc justement, afin de nous permettre vraiment d'être dans notre rôle d'encadrant, d'éducateur, d'accompagnement, au niveau de la ville, nous essayons de leur permettre de trouver leur voie avec des professionnels le plus souvent, ou des loisirs aussi, ça nous arrive, mais en tout cas qu'ils trouvent leur place au sein de la cité. Il faut savoir qu'en complément en fait, de l'action que nous menons aujourd'hui, nous allons également, à partir de la semaine prochaine, entre le 6 et le 13 mars, organiser des ateliers Parcoursup au sein de nos locaux, au 2 boulevard Légitimus à Pointe-à-Pitre. Voilà un atelier qui permet justement de soutenir les jeunes et de les aider à construire un meilleur avenir. On va rester un peu dans cette dynamique avec Sylvie Edouard pour les ateliers Stop Crise. Merci d'être venue donc pour nous parler de cette on va dire dynamique qui est peut-être vécu souvent comme une spirale pour les parents parce qu'ils ne savent pas forcément comment y répondre. Donc, alors, quel est l'objectif justement de ces ateliers ? Alors, c'est un atelier qui se déroule en 3 sessions. Ces 3 sessions qui permettent aux parents déjà de mieux comprendre ce qui se passe dans la tête de leur enfant, puisque bien souvent, on s'imagine que l'enfant fait un caprice ou que l'enfant est tout simplement mal éduqué ou que l'enfant donc, est en train de nous tester. Et on s'aperçoit que non seulement on est impacté par ce que l'enfant nous renvoie, mais aussi qu'on n'est pas forcément donc, en mesure de pouvoir répondre à la gestion de ces crises. D'où viennent ces crises en fait ?
pour les enfants. On parle de quelle tranche déjà l'âge, si on peut situer? Est-ce que c'est petit? Est-ce que c'est sous de 3 ans, en dessous de 6 ans? Enfin, juste voilà, pour être un peu, savoir de quoi on parle. Alors, on va parler d'enfants qui sont de 2 à 8-10 ans, à peu près. Ça dépend aussi de la maturité émotionnelle de l'enfant. On dit que l'enfant, à partir de 7 ans, commence à acquérir cette maturité émotionnelle. Mais c'est à travers aussi la façon dont on a répondu à ses besoins, alors à travers la façon dont on a répondu à ses émotions, qu'on arrive plus particulièrement à mettre en place les bonnes adéquations, les bonnes habitudes pour que l'enfant arrive à obtenir des outils, des astuces pour mieux gérer ses émotions. Le problème est le suivant, c'est qu'en fait, en juillet 2019, il y a eu cette fameuse loi, la loi anti-fessée, la loi anti-violence ordinaire. Et malheureusement, on a dit aux parents, écoutez, vous arrêtez à la fois les violences physiques et les violences psychologiques. Le fameux regard, vous savez, mais nous avant, on répondait tout simplement au regard, ne fonctionne plus. Non. Et on continue ces violences éducatives ordinaires. Mais comment on fait? Puisque nous, c'est ce que nous avons appris, justement, à faire respecter les consignes. L'autorité, voilà, parce qu'on est parents, du coup, il faut obéir. Tout à fait. Et donc, nous n'avions pas le choix, nous n'avions pas voix au chapitre. Et aujourd'hui, l'atelier Stop-aux-crises permet non seulement d'apprendre pourquoi l'enfant agit de cette façon, pourquoi est-ce qu'il y a les colères, pourquoi est-ce qu'il y a les pleurs, pourquoi est-ce que l'enfant exprime de cette façon. Ce n'est pas pour tester, ce n'est pas pour chercher, mais c'est juste parce que son cerveau est en chantier et qu'il n'est pas en mesure de pouvoir gérer ses émotions comme nous, adultes, plus ou moins, nous sommes en mesure de gérer les nôtres. Oui, enfin, ça dépend. Oui, ça des dépend. Adultes. C'est vrai. Alors, justement, on parle de plus en plus des émotions des enfants, puisque avant, c'était même pas autorisé pour les enfants d'être en colère, d'être tristes, d'exprimer qui ils sont. On va vraiment de plus en plus vers cette écoute, de l'enfant. Et d'où vient en fait déjà constat de l'enfant, c'est un être émotionnel, de l'accepter déjà comme parent. Est-ce que déjà c'est pas la première étape? Oui, tout à fait, de l'accepter en tant que personne, en tant qu'être vivant à part entière. C'est effectivement le prolongement de ses parents, mais aussi un être à part entière. Grâce aux neurosciences, on a pu établir que l'enfant est en souffrance, que le cerveau de l'enfant est en chantier. Catherine Guéguin, qui est une spécialiste des émotions de l'enfant et notamment pédiatre, a mis en exergue aujourd'hui le fait que oui, l'enfant est doté d'émotions et l'enfant est en plein remaniement et par conséquent, on a besoin de l'accompagner à ses émotions. Au même titre qu'on l'accompagne à apprendre à lasser ses chaussures, à tenir une fourchette, on apprend aussi justement à pouvoir être en adéquation avec ses émotions, les accepter déjà d'une, et puis de deux, à les exprimer de façon adaptée. Donc, on a parlé de cerveau qui est en chantier, et c'est vraiment lié à quoi? Une maturité neurologique qui n'est pas encore là, oui, c'est ça? C'est ça, c'est exactement ça. En fait, il n'y a pas que le corps qui grandit chez l'enfant. Le cerveau aussi est en formation. Donc, en fait, quand on regarde un IRM, on s'aperçoit que les zones du cerveau commencent à se mettre en place au fur et à mesure des années. Et en fait, ce qu'on vérifie, c'est que le cerveau de l'enfant qui est prédominant à cet âge-là, c'est ce qu'on appelle le cerveau archaïque, c'est le cerveau des émotions. Donc en fait, c'est celui qui gère toutes les fonctions de l'enfant, ou en tout cas celles qui lui permettent de pouvoir répondre à son environnement. Au fur et à mesure, à partir de 7 ans, vous savez, le cortex préfrontal, qui est le centre de tout ce qui est stratégie, réflexion, qui se met en place, et qui arrive à maturité à 25 ans. Oh. Alors, ok, d'accord. Donc ça explique beaucoup de choses. Tout à fait. Donc cette période aussi d'adolescence. Je suis sûre pour les hommes. Bon, ça c'est une aparté, pardon. Oui, ça c'est encore autre chose. Donc voilà, cette période d'adolescence est une seconde partie aussi justement de ce chantier, puisqu'il y a 3 périodes où il y a ce remaniement qui se met en place, avec bien évidemment toute la dimension hormonale
qui rentre en Donc ligne c'est de bien compte. plus complexe qu'on peut le penser. Oui. Et donc l'idée, c'est peut-être, surtout pour les parents qui nous regardent, de ne pas être forcément dans la confrontation à tout bout de champ, on va dire, mais plus dans la compréhension. Et on parle de plus en plus de parentalité bienveillante. C'est ça, en fait, d'accepter et d'autoriser l'enfant cet espace émotionnel. Oui, alors c'est vraiment être plus en compassion, en fait, finalement, puisque quand vous avez quelqu'un qui est en difficulté, est-ce que à ce moment-là, vous lui dites non, mais ça suffit d'être en difficulté, relève-toi et continue. Et non. On est censé donc accompagner la difficulté, donner donc les outils pour pouvoir apprendre à pêcher et pouvoir justement donc pêcher par soi-même par la suite. Donc oui, c'est un accompagnement et bien évidemment, il ne s'agit pas de laisser faire. Bien évidemment, accepter l'émotion de l'enfant ne veut pas dire accepter le comportement de l'enfant. Et c'est là où on lui apprend non seulement à accepter ses émotions, et par la suite, donc, de pouvoir avoir les bons outils pour pouvoir gérer ses émotions au fur et à mesure. Un enfant qui, donc, à 3 ans, donc, fait une crise en se roulant par terre, c'est parce que l'émotion, donc, le submerge et qu'il n'est pas en capacité de pouvoir la gérer. Il y a des adultes aussi qui font pareil. Accepter, forcément. Ah non, non, l'éducation positive, ça n'a rien à voir avec le laxisme. Et ça, on le scande donc régulièrement. Il y a vraiment donc une différence entre laisser l'enfant faire, accepter l'émotion et le guider vers le comportement qui soit adapté. Donc là, les ateliers, comment ça va se dérouler pour les gens qui nous écoutent? Est-ce que ça veut dire qu'il faut que je participe aux 3 ateliers pour réussir à gérer la crise de mon enfant, ou bien je peux venir juste à un et vous donner déjà suffisamment de matériel pour me permettre de... Oui. C'est une continuité. Alors en fait, donc l'atelier en lui-même se déroule en 3 sessions. Parce que franchement, si je vous divulgue tout maintenant, je pense que vous allez me dire « Oh là là, ça fait beaucoup d'informations en une seule fois ». Donc l'atelier se déroule en 3 sessions, les 14, 15 et 22 mars. Alors pourquoi ce laps de temps entre donc, les 2 derniers? On va prendre le temps d'assimiler. On va prendre le temps éventuellement donc, de pouvoir mettre en pratique pour le 22 aussi, donc avoir de nouveaux outils et ensuite donc avoir la possibilité d'en discuter. Alors c'est vraiment 3 sessions entre parents. Il y aura donc de l'expérimentation, il y aura des rires, il y aura des pleurs, il y aura plein de questionnements, il y aura des « Ah oui, vraiment ?» Oui, en fait ça fait partie parce que bien évidemment, donc c'est vraiment un apprentissage. Est-ce que ça veut dire qu'il faut venir les 2 parents ou bien c'est que maman, parce que souvent c'est les mamans qui font des choses, mais ou alors est-ce que c'est ouvert aux enfants? Comment ça se passe? C'est quoi le... Alors papa, viens. Surtout viens. Et oui, parce que bien évidemment, ils sont de plus en plus investis. Il y a des papas solos également, des mamans solos, mais aussi des papas solos. Donc oui, les 2 parents doivent être investis dans une éducation qui soit commune, puisqu'il est quand même plus utile qu'on parle donc d'une même voix. Donc les 2 parents sont attendus. L'enfant non, parce que donc c'est vraiment un espace pour les parents. D'accord. C'est vraiment, on prend notre temps entre parents de pouvoir aussi discuter des difficultés qu'on rencontre. Et justement, donc, vous repartirez avec un livret. Ce livret, vous aurez l'occasion donc de mettre par écrit les difficultés que vous rencontrez. Et à la fin de l'atelier, de savoir ce que vous pouvez mettre en place pour ne plus vivre ces expériences au quotidien. Donc, vous accompagnez l'enfant. C'est vraiment comment être meilleur guide pour son enfant, pour qu'il puisse gérer ses émotions. Et on va aussi apprendre, en tant que parent, à gérer son stress par rapport aux réactions des enfants. D'accord, donc de ne pas péter les plombs. Ne pas péter les plombs et ne pas jeter l'enfant par la fenêtre. C'est pas recommandé. Non. C'est pénal, je crois. C'est ça. Ok, d'accord. Voilà. Donc, j'imagine qu'alors, bon, si on ne peut pas venir à ces dates pour le mois de mars, est-ce que vous avez prévu d'autres dates? Oui, tout à fait. Après, donc là, c'est des ateliers que je renouvelle assez régulièrement. Donc là, ça va être un atelier donc, pour apprendre à gérer les crises et le stress également. Et nous apprendrons donc ensuite avec d'autres ateliers à gérer vraiment de façon beaucoup plus poussée, notamment les émotions. J'ai aussi des ateliers sur les adolescents. Donc, comment comprendre cet être extraterrestre donc, qu'on ne comprend plus. Voilà. Donc, voilà. Et puis, je suis spécialiste aussi donc, du TDAH.
Donc je prévois aussi donc des ateliers sur l'accompagnement des TDAH. D'accord, donc tout ça c'est Petit-Bourg et donc vous avez la fiche, le QR code pour s'inscrire. J'imagine combien de places limitées, je vois. Alors j'ouvre une dizaine de places parce que je privilégie quand même donc la qualité des échanges. Donc une dizaine de places disponibles et là du coup il m'en reste 4. D'accord. Voilà. Et donc, vous pouvez aller sur Keywall pour pouvoir réserver votre place donc pour les 14, 15 et 22 mars. Merci beaucoup, Sylvie Edouard. En tout cas, c'est un bel atelier qui va servir, j'imagine, beaucoup pour les enfants, pour l'harmonie, on va dire, en famille, surtout pendant les vacances. Oui, tout à fait. Un bon terrain de jeu, justement, pour pouvoir expérimenter. Très bien, merci beaucoup. Merci à vous. Conclure notre émission. Aujourd'hui, on a reçu Colette Spartacus, présidente de l'association Le Rêve de Tite-Ly. Elle nous a parlé de son rêve, de son association et de ce merveilleux projet pour faire découvrir la diversité en Guadeloupe. Avec Monsieur Jacques Conseil, il était question de la manifestation Boulevard qui aura lieu ce soir à Sainte-Anne, donc pour rendre l'art visible, rencontre entre les artisans, les exposants, une déambulation à ciel ouvert artistique. Avec Corinne Pourmassi, présidente du groupe Karukera Star, elle nous a parlé de son groupe, de la présentation qui sera faite autour des coiffes, qui est l'une des figures clés de son groupe pour les jours gras. Avec Nathalie Duravel et Sabrina Breslau, il était question de cette réforme de la solidarité à la source. Donc à partir du 1er mars, les choses vont changer pour les allocataires du RSA et de la prime d'activité. Et on vient de terminer avec Sylvie Edouard concernant les ateliers Stop aux crises, donc pour les enfants en dessous de 8 ans. C'est ça. Exactement. Au niveau de l'actualité, on a parlé de cette nouvelle borne électrique sur la commune du Lamentin, donc nouvelle borne qui permet une mobilité écologique et durable. On a aussi évoqué le défilé des foyers Pélican et Mathias Forbin, donc l'inclusion avec le carnaval, deux valeurs fortes qui ont pu être évoqué. On a aussi parlé de Sainte-Anne, toujours sur ce projet de piste cyclable qui est à venir. Et on a terminé sur Petit-Bourg avec l'atelier Parcoursup pour permettre aux jeunes d'avoir les clés pour faire les meilleurs choix possibles pour leur avenir. Voilà pour aujourd'hui. À la technique, on était avec Jordan. Je vous souhaite un bon week-end de carnaval. On se retrouve après les jours gras dans le ZCL. Bon, mauvaise nouvelle pour toi. Tu ne peux pas le renvoyer au fabricant. Tu peux éventuellement le prendre sous le bras, tout en évitant de te prendre des coups de pied ou des coups de poing en le trimballant. Tu peux aussi essayer de crier plus fort que lui. Peut-être que tu risques de passer pour une folle finalement. Écoute, moi j'ai une troisième solution à te proposer. Ce serait d'apprendre à décoder ses émotions. Apprendre à décoder ce qui se passe dans sa petite tête. Alors je t'explique, quand ton mini-lutteur se roule par terre en hurlant parce que justement il n'en peut plus, c'est pas pour te rendre folle en fait, c'est juste parce qu'il est en incapacité de pouvoir gérer ses émotions et que ça le prend comme un tsunami. Et oui, son cerveau est en plein chantier. Alors j'ai une bonne nouvelle pour toi, j'ai les outils pour l'aider, et toi aussi d'ailleurs par la même occasion.